Alors on va faire un point sur l'actualité sociale et l'ambiance un peu qui règne aujourd'hui dans les entreprises et dans les rues avec quelqu'un qui est assez compétent parce qu'il a l'oreille des grands. Pierre Ferracci. Pierre Ferracci, bonjour. Bonjour. Merci de cette fidélité au plateau, puisque ce n'est pas la première fois que vous venez nous rejoindre. C'est toujours un plaisir. Alors, vous avez été pas mal interrogé sur LCI, sur toutes les chaînes, en plein moment des manifestations contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, avec un peu de recul, avec ce 49.3 qui est passé, quelle est votre opinion sur l'évolution qu'ont eu les choses et comment vous voyez les mois à venir avec cette réforme des retraites qui va passer au Sénat et qui va être entérinée finalement? Disons que le projet de réforme a été mal conduit dès le départ, très mal conduit, parce que je pense que le gouvernement n'était pas prêt. Et en plus, je crois qu'il était divisé entre l'Élysée et Matignon. On a vu que c'était un peu la cacophonie. Et du coup, on a rassemblé des gens, des personnes, des salariés, des chômeurs, des professions libérales qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble dans la rue. Quand on a à la fois les experts comptables et les avocats qui manifestent, ce qui est assez rare, et puis les dockers, les infirmières, les enseignants, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est que la concertation qui a pris 2 ans avec les partenaires sociaux n'a servi à rien. Je pense qu'on les a entendus, mais on ne les a pas écoutés. Et au-delà des partenaires sociaux, je crois que le débat dans la société n'a pas été mené avec beaucoup de force et de conviction. Alors on a eu les Gilets jaunes, puis après on a ce mouvement-là. Et puis on entend régulièrement un député de la majorité, La République En Marche, qui quitte le groupe. Pour vous, à horizon 2022, puisque ce seront les élections, ça va finir comment cette histoire? Une des erreurs qu'a faite le gouvernement, en dehors de la non-préparation de cette réforme, c'est qu'il a cru qu'il était sorti de la crise des Gilets jaunes, parce qu'il a obtenu un résultat convenable de son point de vue aux élections européennes, à la fin du printemps. Et malheureusement pour lui, au-delà de la crise des Gilets jaunes, le malaise est profond dans la société et les choses se sont réveillées très vite à la rentrée autour de la réforme des retraites. Donc ce que je vois, c'est que d'abord le gouvernement va sortir très laborieusement, le gouvernement et le président de la République très laborieusement de cette réforme, même si elle est votée, puisque maintenant avec le 49.3, on sait qu'elle sera votée, et ça va laisser des traces. Et ces traces-là, on va les avoir sous diverses formes, sans doute à la rentrée prochaine. Même si le syndicalisme est affaibli, même s'il est toujours divisé, on l'a vu d'ailleurs autour de ce projet, je pense que la colère sourde dans l'opinion va demeurer et qu'elle prendra sans doute des formes très diverses. On a eu les Gilets jaunes, demain on peut avoir des formes d'expression qui sont différentes, qui devront amener les syndicats à s'adapter, parce que je crois qu'ils n'ont pas encore tout à fait pris la mesure de cette nouvelle expression des salariés. Au-delà des salariés, des actifs et aussi des non-actifs qui ont le malheur de ne pas avoir d'emploi. Donc c'est un défi aussi pour les organisations syndicales et pas seulement pour le gouvernement. Mais à quoi va ressembler la majorité à l'Assemblée nationale à la fin du quinquennat? Est-ce qu'il y en aura toujours une ou est-ce que tous les députés de La République En Marche seront allés chez les non-inscrits ou dans d'autres groupes? On s'aperçoit que le en même temps et ni droite ni gauche, ou à la fois à droite et à gauche, ne marche pas bien. Et qu'il y a toujours ce clivage qui occupe la société française. On le voit d'ailleurs à l'occasion des municipales, il ressurgit. Donc je pense qu'il y aura des changements dans le système politique et il y a des députés En Marche qui quittent le navire, mais enfin ils ne sont pas très nombreux. Mais il y aura forcément une recomposition à l'occasion de la prochaine élection présidentielle. Le problème, c'est que la gauche républicaine et la droite républicaine ne sont pas dans une forme évidente et que on peut avoir la montée des extrêmes, ce que craint tout le monde depuis un moment. Et à force d'essayer de rejouer le match Macron-Le Pen en 2022 comme il a été en 2017, on peut un jour avoir une très mauvaise surprise. L'exemple de l'Italie montre bien que le populisme gagne du terrain et que quand le populisme gagne du terrain, c'est plutôt l'extrême droite qui en profite. Alors, j'ai remarqué, puisqu'on est en pleine élection municipale, que dans très peu de villes, les candidats affichent un logo d'un parti politique. Ils ont maintenant décidé qu'ils étaient sans parti politique. Alors c'est difficile à croire pour certains, qu'on connaît même en responsabilité dans certaines organisations. Est-ce que cette image-là de sortir des partis politiques n'est pas plus nocive qu'autre chose pour l'opinion publique qui avait des repères quand même? On savait qui était à droite, qui était à gauche, et de dire on est nulle part, est-ce que ça ne va pas perdre les gens? C'est d'abord un signe de dégradation du système politique et de la mise en cause de la légitimité des partis politiques, qu'ils soient de droite, de gauche. Le dégagisme est passé par là, à l'occasion de l'élection présidentielle, on l'a vu. Emmanuel Macron, c'était aussi une forme de dégagisme, vis-à-vis de la gauche, vis-à-vis de la droite, mais Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen également.
Et donc les partis politiques, François Fillon ou Benoît Hamon, qui représentaient le Parti socialiste, ont fait des scores relativement faibles à cette élection présidentielle. C'est à la fois une symbolique forte, et en même temps c'est vrai que c'est dangereux. Parce que derrière cette mise en cause des partis politiques, si rien ne se reconstruit de sérieux, ni du côté politique, ni peut-être aussi du côté syndical, ben la montée des populismes va prendre des formes très diverses, et ça peut aller au-delà des gilets jaunes. En tout cas, dans un premier temps, ça va faire le jeu d'un seul parti, qui lui est un vrai parti, il ne faut pas le négliger, qui est le parti du Rassemblement national. Comment on sort de là quand on est d'un de ces partis, que ce soit le Parti socialiste ou les Républicains comment on peut aller reconquérir l'opinion en disant non, on a des choses à proposer, est-ce qu'il faut changer les cadres, est-ce qu'il faut en garder quelques-uns pour garder une identité? Comment vous analysez ça? Je pense que quand on est dans l'opposition et quand on est très affaibli, il faut essayer de voir plus loin que la prochaine élection. Parce qu'autrement, on fait tout et n'importe quoi et on cède à la surenchère. Je prends un exemple. Bon, on peut critiquer Macron, et je suis le premier à le faire, sur la réforme des retraites ou sur les ordonnances. On peut le taxer de quelqu'un de libéral, voire même de très libéral dans le domaine de l'économie. Bon, le qualifier de fasciste ou de totalitaire, c'est complètement stupide. Ça banalise le vrai fascisme et qui, lorsqu'il sera au pouvoir, évitera que certains s'expriment tout simplement comme ils le font aujourd'hui. Donc il faut construire sur le moyen terme, avoir vraiment des idées. La mondialisation a fait beaucoup de dégâts. On le voit d'ailleurs à l'occasion de ce virus qui circule dans le monde, parce qu'il révèle tout un tas de choses qui sont liées à la mondialisation, au-delà de la maladie elle-même, qui est sans doute pas aussi grave que certains le disent. Mais donc il faut avoir des idées, il faut transformer la France, il faut transformer l'Europe, il faut sans doute contribuer à transformer le monde. Et là, il faut des idées puissantes, et puis éviter la démagogie, éviter la surenchère, et savoir que le terrain de la reconquête, ça sera long. Ça sera long. Alors, on vient de parler du coronavirus. Est-ce que finalement, dans l'après-crise, ce coronavirus, ça ne va pas être une chance de parler de relocalisation, de prendre les leçons de ce qui vient de se passer avec une Chine qui ne produit plus, qui est l'atelier du monde et qui n'arrive plus à fournir le matériel? Est-ce que là, ce n'est pas une chance de recomposition et peut-être de démondialisation? Peut-être, si les choses sont prises dans le bon sens. On voit bien que derrière la maladie, et l'épidémie ou la pandémie qui nous gagne, il n'y aura rien de catastrophique parce que ça sera à un moment ou un autre maîtrisé, mais l'impact économique va être fort, va être violent, et une partie de cet impact est liée à ces formes de délocalisation qu'on n'a pas maîtrisées, avec la Chine et avec d'autres pays. Donc si derrière cette difficulté médicale, il y a une réflexion de fond sur la mondialisation, on aura au moins tiré profit de façon intelligente de ce qui est en train de se passer, dont l'impact économique peut ne pas être négligeable, parce que l'angoisse qui saisit aujourd'hui la société, les politiques aussi, je pense que ça va d'ailleurs un peu au-delà du raisonnable, même s'il n'est pas facile de trouver le juste milieu. J'espère que ça sera dépassé et qu'on en profitera pour réfléchir, et je crois que la mondialisation aujourd'hui est un enjeu qu'il faut traiter comme tel, en revenant sur ses excès, en ne revenant pas sur une division du travail international qui peut faire aussi du bien à des pays en développement, mais en évitant les excès de la mondialisation qui sont beaucoup plus d'inégalités qu'avant, beaucoup plus de riches et de très riches, et pas mal encore de pauvres et de très pauvres. Oui, c'est ça. Alors, on parle du coronavirus. Cette crise, comment vous la jugez? Parce que on a l'impression que c'est la peste qui arrive. Ouais. Et en fait, on s'aperçoit que dans 90% des cas, elle se soignait très bien, sans avoir trouvé le vaccin miracle. Que finalement, il y a 1000 et quelques cas dans le monde sur 6 milliards d'habitants. Est-ce que tout le monde n'en fait pas un peu trop? Alors c'est très difficile. Moi je me mets à la place d'un gouvernement parce qu'on est un peuple un peu latin, et quand on en fait trop, ça grogne. Quand on n'en fait pas assez, ça grogne. Et quand on est au milieu, ça grogne aussi. Donc je suis assez nuancé. Je pense quand même en tant que citoyen qu'on en fait un peu trop. Parce que l'épidémie gagne du terrain très vite. C'est vrai que le virus se transmet beaucoup plus facilement qu'une grippe normale. Mais par contre, c'est pas plus dangereux visiblement qu'une grippe normale, et ça touche les mêmes populations. Les personnes âgées, les personnes déjà affaiblies. Si le directeur général de la santé chaque année égrenait tous les soirs le nombre de décès liés à la grippe, je pense que l'angoisse serait permanente dans la société. Et peut-être que l'an prochain, d'ailleurs, certains penseront à le faire, parce que quand on est parti sous cette forme de dérapage, on peut aller très loin. Donc il faut savoir raison garder, parce que si cette angoisse se développe dans la société, l'impact économique va être beaucoup plus redoutable. On commence tous à être touchés. Même pour le groupe Alpha, il y a des formations qui s'annulent, il y a des réunions qui se décalent, puis surtout il y a des entreprises dans l'industrie comme dans les services qui commencent, quand elles sont directement liées à la Chine, j'en parle pas,
j'en parle même pas, mais quand elles sont tout simplement liées à l'économie internationale, on voit bien que ça commence à faire des dégâts. Donc il faut savoir raison garder, et puis je pense qu'il y a quelques médecins qui sont en train de ramener un petit peu de sérénité dans le débat, ce qui n'empêche pas de prendre les précautions qu'on prend. Et peut-être que derrière, ça amènera les uns et les autres à respecter un peu plus les règles d'hygiène et de sécurité. Et puis, on est au XXIe siècle, et les moyens de communication du XXIe siècle amplifient tout de manière fantastique. Je veux dire, les réseaux sociaux, Internet et la circulation des fausses informations, on ne sait plus trop où on va. Et est-ce que là, il n'y a pas le moment où le politique doit prendre la main en essayant de ramener les gens à la raison? Quand on parle des réseaux sociaux, il y a à la fois le côté sympathique d'un développement d'une forme de démocratie qu'il faut reconnaître, et puis le côté un peu moins sympathique et délétère de fake news, de mauvaises nouvelles, de mensonges, de délations qui partent aussi sur les réseaux aussi vite que l'éclair. Moi, je pars du principe que tant que le politique, au niveau mondial, n'aura pas réglé la question de l'anonymat dans les réseaux, on aura ce type de développement délétère. Et on aura de moins en moins le côté positif des réseaux, qui est réel, et de plus en plus son côté négatif. Donc c'est peut-être l'occasion aussi, à l'occasion de cette crise, de régler ce problème-là, de se mettre autour de la table, et de considérer que les grands qui s'enrichissent démesurément avec les réseaux, ils se mettent aussi autour de la table et qui canalisent un petit peu cet excès de démocratie qui passe par de la démagogie, du mensonge et de la délation. Alors revenons sur la réforme des retraites. Pour vous, l'expert qui avait vu l'évolution du social dans notre pays depuis quelques décennies, vous la jugez comment, cette réforme? Bonne, pas bonne? Pour l'instant, on n'y voit pas clair parce qu'elle n'est pas achevée et c'est ça qui est dangereux. Et la conférence de financement qui a été mise en place, elle est en train de travailler alors que le schéma global est en train d'être voté à l'Assemblée et au Sénat, ce qui est un peu particulier puisque l'enjeu de financement est important, et que dans le débat entre Matignon et l'Élysée, on voyait bien que du côté de Matignon, on était surtout les yeux rivés sur 2025 et les équilibres paramétriques plutôt que sur une réforme systémique. Moi, j'ai toujours dit que la réforme à points, c'était uniquement une bonne chose pour rendre les choses plus transparentes, pour passer d'un statut à un autre, du public au privé, du statut libéral à un statut de salarié, mais que ce n'était pas en tant que tel un système qui amenait de l'équité, contrairement à ce qui était dit. Ça se bâtit, un système équitable, avec la réforme à points ou avec une toute autre réforme. Donc il y a eu beaucoup de diffusion d'informations qui n'étaient pas adaptées à la transformation de l'opinion publique pour qu'elle acquiesce à cette réforme. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une défiance qui est totale, parce que le point qui était censé être un facteur d'équité apparaît surtout aujourd'hui comme un facteur de manipulation demain du niveau des pensions, du niveau des retraites. Qu'est-ce qu'attend un salarié, enfin un actif qui sort de sa vie professionnelle? Il attend qu'une seule chose, quel va être son revenu de remplacement, et à quel moment, s'il a un objectif justement de revenu de remplacement, il peut l'atteindre. Voilà. Ce débat-là, il n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, plus personne n'y comprend rien. Et les situations spéciales vont demeurer alors qu'on a essayé de mettre à bas les régimes spéciaux. Donc moi, j'avais proposé qu'on décale, comme d'autres d'ailleurs, d'un an ou d'un an et demi, qu'on la fasse pendant le quinquennat, puisque c'est un engagement du président de la République, mais qu'on prenne un peu le temps de discuter, de négocier. Quand la Finlande a allongé le départ à la retraite de 2 ans, je crois qu'ils sont passés de 65 à 67 ans, ils ont demandé aux partenaires sociaux de discuter pendant 4 ou 5 ans du travail des seniors, de l'aménagement du travail des seniors. Retraite progressive, amélioration des conditions de travail, enfin tout ce qu'on imagine quand on arrive au bout de sa vie professionnelle. Chez nous, on a fait le contraire. On a mis en place un système pas très lisible et on a demandé à ce moment-là aux partenaires sociaux d'exprimer leur point de vue. Il faut faire les choses autrement. Et je pense que si on sort après le 49.3 de cette phase-là, on verra qu'il y aura encore beaucoup de sujets qui resteront avec un point d'interrogation. Il faudra reprendre la concertation, il faudra peut-être reprendre la négociation, tout simplement. Alors, est-ce qu'on n'a pas mis un peu la charrue avant les bœufs en disant qu'il faut allonger la durée du travail, quand on sait qu'aujourd'hui, le taux d'employabilité de quelqu'un qui a 55 ans et plus est tellement faible et qu'il est plus près de la porte que d'aller vers une retraite paisible? Est-ce qu'il n'aurait pas valu mettre en place les conditions pour que les gens soient employables jusqu'à l'âge de départ supposé à la retraite, plutôt que de décréter un allongement des cotisations alors qu'il n'y a pas les emplois qui vont en face? Est-ce que vous dites, paradoxalement, le président de la République l'avait dit au printemps 2019. Il avait dit à partir du moment où on ne règle pas vraiment bien pour l'instant le taux d'emploi des seniors, c'est pas la peine de parler d'allongement de l'âge de départ à la retraite. Malheureusement, on a fait exactement le contraire. C'est ce que les Finlandais ont fait. Ils ont d'abord réglé ces problèmes de taux d'emploi et de conditions de travail aussi pendant cet âge respectable où on a passé les 60 ans. Donc nous, on ne l'a pas fait. Donc à partir de là, effectivement, il y a une partie de l'opinion qui s'est cabrée. Et ce qui était au départ une réforme plutôt attendue,
parce que le système à points était plutôt bien vu dans un premier temps, aujourd'hui est un facteur de rejet. Donc il faut reprendre les choses autrement. La retraite complémentaire, c'est un des terrains sur lesquels les partenaires sociaux gèrent depuis des années de façon paritaire, avec un système à points. C'est plutôt le terrain de la gestion paritaire qui est le mieux occupé par les partenaires sociaux. Il m'arrive d'être critique sur ce qu'ils ont fait en matière de formation ou en matière de logement. Là, ils ont plutôt bien fait les choses. Pourquoi on ne s'est pas inspiré de ça? Pourquoi on n'a pas, au niveau interprofessionnel, proposé aux partenaires sociaux de négocier, au moins pour les salariés du secteur privé, en laissant peut-être de côté le public qui pose d'autres problèmes, et puis les professions libérales ou les travailleurs indépendants qui en posent également d'autres. Bon, même ça, en termes de méthode, on n'y a pas pensé. Alors que c'est un terrain de jeu où tout le monde reconnaît, à droite comme à gauche, que les partenaires sociaux ont plutôt bien géré avec un système à points qui faisait l'unanimité, en tout cas qui n'a jamais soulevé d'objection particulière pour cette retraite complémentaire. Michel Rocard avait dit que la réforme des retraites, il y avait de quoi faire sauter plusieurs gouvernements, et régulièrement, ça fait des soubresauts. Et je me rappelle avoir, c'était au moment de la réforme Fillon des retraites, j'avais animé, avec le groupe Alpha d'ailleurs, et Bernard Van Crenest, qui est un débat sur cette réforme des retraites, et il était sorti sur un rapport du Conseil d'orientation des retraites, que mécaniquement, les régimes reviendraient à l'équilibre en 2030. Pourquoi aujourd'hui, il y a un changement tel qu'il faut qu'on fasse de toute urgence une réforme pour un régime qui serait en faillite incessamment sous peu? C'est une des critiques que l'on peut faire à la façon dont la réforme s'est déroulée. Là-dessus, Laurent Berger, qui s'est exprimé souvent, mais d'autres organisations syndicales également, la CGT, la CFE-CGC, ont bien montré qu'il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas de problème de déséquilibre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais, donc il faut avoir un système qui permet d'y faire face. Mais en tout cas, quand on fait une réforme aussi importante, peut-être trop large d'ailleurs, parce que prendre à la fois les enseignants, enfin le public, le privé, les indépendants, les professions libérales, c'est peut-être aller un peu vite en besogne. On pouvait y aller par séquence. Mais en tout cas, quand on a une telle ambition, on évite de mélanger ça avec des enjeux paramétriques qui sont à l'horizon de 3 ans, de 5 ans ou même de 10 ans. Donc ça, c'est une des erreurs, et erreur d'autant plus remarquable qu'il n'y avait effectivement pas urgence à traiter ce problème de déséquilibre. Alors, vous qui êtes mieux introduit que moi dans ces milieux, qu'est-ce qui a fait que cette décision politique de toute urgence est arrivée comme ça? Pourquoi un matin, le président de la République a décidé de réformer les retraites alors que dans sa campagne, il n'en avait pas parlé de manière aussi urgente? Il avait évoqué une réforme systémique, il avait évoqué le système à points. Mais je pense que soit c'est une réforme qu'on fait très vite quand on arrive au sommet et on est prêt, et on a évalué tous les avantages et tous les inconvénients du système. Et à mon avis, si on fait ça, on n'embrasse pas aussi large, on n'essaie pas de tout traiter d'un seul coup, en séquence. Soit dans ce cas-là, on attend, si on n'est pas prêt, et on fait mûrir un petit peu la réflexion. Et là, je crois qu'il y a eu une double erreur. D'abord, on a attendu, ça se situe à peu près au milieu du quinquennat, et on n'est toujours pas prêt. Moi, je suis convaincu qu'on n'est toujours pas prêt. Donc il y a à la fois dans cette réforme une dose de libéralisme que je trouve excessive, et puis, je l'ai dit de façon un petit peu virulente, et ça a été apprécié comme tel, une dose d'amateurisme aussi qui vient se greffer à cette dose de libéralisme. Oui, ça fait beaucoup pour une réforme. On a parlé du terme d'amateurisme. Votre pronostic sur les chances du potentiel candidat Macron à une réélection en 2022? Il s'est mis dans une situation très difficile, et le terrain sera très difficile à remonter. Ce n'est pas impossible, mais il faut qu'il change un peu de registre, et que c'est une politique aujourd'hui qui est une politique de droite qu'il a mis en place quand on met, avec tout le respect qu'on peut avoir pour les hommes, Édouard Philippe à Matignon et Bruno Le Maire à Bercy, c'est-à-dire les deux éléments clés du pouvoir. On sait très bien qu'on va faire une politique très libérale, beaucoup plus libérale à mon sens qu'il ne le faut, et à partir de là, on perd son électorat de gauche. Et comme par ailleurs on se prend les pieds dans le tapis avec une réforme qui est mal maîtrisée, l'électorat de droite est en train aussi, peut-être pas de quitter Emmanuel Macron, mais en tout cas d'être en relation de défiance plus grande. Donc il a un handicap majeur. Après, en face, pour l'instant, je ne vois ni la gauche ni la droite prête. Et je vois surtout un Rassemblement national qui aiguise son appétit et qui est prêt à prendre les rênes du pouvoir. Quel impact peut avoir le résultat des municipales sur la fin du quinquennat ? Pas énorme. Je pense que paradoxalement, le résultat des élections territoriales l'an prochain sera plus important. Parce que comme vous l'avez dit au municipal, on voit souvent les uns et les autres abandonner leurs étiquettes. Alors ça sera sans doute pas très bon pour En Marche, La République En Marche. Mais enfin en même temps, ils ont peu de candidats qui s'affichent comme tels.
Donc ça sera noyé, on verra que ce n'est pas un succès, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça sera noyé dans le magma des divers droites, des divers gauches, des sans étiquettes. Par contre, les élections de l'an prochain, d'abord elles seront beaucoup plus proches de l'échéance présidentielle, puis elles sont de nature plus politique. Oui, on sent déjà d'ailleurs des candidatures aux municipales qui se sentent téléguidées pour des potentielles voix aux sénatoriales pour y mettre des Républiques en marche d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais ça ne suffira pas à faire bouger l'opinion. Non, mais est-ce que ça n'est pas révélateur que finalement le nouveau monde, il n'est pas si différent de l'ancien que ça? Peut-être, ce qu'il faut prendre en compte pour essayer de voir ce qui va se passer en 2022, c'est que traditionnellement, les élections de nature politique, et la présidentielle par définition l'est, se jouent sur le terrain du chômage, du taux de chômage. Pas seulement en France d'ailleurs, c'est quand même l'indicateur clé. J'ai un petit peu le sentiment que c'est un indicateur qui va rester important, mais que les questions d'identité, que les questions de sécurité vont revenir à la surface. Et que sur ce plan-là, malheureusement, il y a une prime à l'extrême droite et Marine Le Pen l'a bien compris depuis quelque temps. Se poser la bonne question, c'est peut-être de dire que si on éradique un peu la pauvreté, on améliorera la sécurité. Ça me paraît évident. Je pense qu'on est aujourd'hui au plan mondial et pas seulement au niveau national, où il faut que les politiques de droite comme de gauche se disent que la réduction des inégalités, et donc la réduction de la pauvreté, est un élément essentiel pour réguler nos sociétés. Autrement, la montée du populisme avec toutes ses variantes les plus violentes et les plus extrêmes sera au rendez-vous, inéluctablement. Alors je crois que cette fois-ci, Pierre Ferracci, notre entretien a été le plus pessimiste qu'on ait jamais eu, mais avec tellement de clairvoyance, c'est comme ça qu'on peut vous caractériser, que ça nous permettra de tirer la sonnette d'alarme à chacun et d'être très attentif aux événements dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise aussi, et dans la société. Est-ce qu'il y a un moyen d'en sortir ? D'abord, je ne crois pas être pessimiste. Je pense que la meilleure façon de rester optimiste, et je le suis, c'est d'être réaliste. C'est-à-dire de regarder les choses en face et de ne pas se raconter d'histoire. Par exemple, dire que l'extrême droite ne peut pas arriver au pouvoir parce qu'il y a un plafond de verre, toutes ces bêtises qui montrent bien que ça ne tient pas la route. Trump est aux commandes aux États-Unis, c'est une forme de populisme. Au Brésil, je n'en parle même pas, c'est un extrémiste fasciste qui s'assume comme tel. Et puis en Italie, puisque c'est un pays très proche et qui à beaucoup d'égards ressemble un petit peu à ce qu'on est, en termes de démocratie, en termes de rapport à la démocratie sociale et aux syndicats, on voit bien qu'ils y sont arrivés et ils ne sont peut-être pas si loin d'y retourner. Donc cette forme de réalisme, pour moi, ça prépare le véritable optimisme qui consiste à dire aux uns et aux autres, réveillez-vous, et même réveillons-nous, parce que je me mets dans le lot. Les partis politiques, les syndicats doivent prendre conscience de ça, certains le font, et puis reconstruire tranquillement, sans se presser, sans tomber dans la démagogie que j'évoquais tout à l'heure. Et à partir de là, on peut espérer éviter les violences, éviter les extrémismes, éviter la démagogie, éviter le populisme, et éviter à l'arrivée de dégrader encore plus la situation des plus démunis, parce que l'expérience montre que l'arrivée de ceux-là au pouvoir ne règle pas la question des inégalités, elle l'aggrave plutôt. Oui, parce qu'on sait qu'une fois qu'ils sont enfermés dans leur tour d'ivoire, ils se déconnectent des réalités du peuple. Et quand un élu en arrive à plus savoir quel est le prix du billet de métro, alors qu'il dit prenez plus votre voiture, prenez les transports en commun, alors que lui, ça fait très longtemps qu'il n'a plus pris un transport en commun, comment le citoyen peut-il avoir confiance en ce genre de gens-là ? Bien sûr. Et c'est ça peut-être qu'il faudrait leur rappeler. Alors si vous les voyez plus souvent que moi, peut-être que vous devriez leur rappeler. Il faut rappeler d'abord à la droite et à la gauche classique de se réveiller, d'avoir de vrais programmes et pas de suivre l'air du temps et de tourner en rond comme ça, et comme les girouettes. Il y a un homme politique qui disait ce ne sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent. Et malheureusement, parfois, les politiques s'y habituent un peu trop. Il faut espérer que le président Macron réalise aussi que pour l'instant, la route qu'il a prise n'est pas tout à fait la bonne. Donc si les partis de gauche, de droite, si le président de la République, le Premier ministre prennent conscience de ça, on peut éviter le pire. Autrement, on aura droit au pire, comme les pays que j'ai cités, qui sont des pays respectables, qui sont de vraies démocraties, et qui aujourd'hui ont au pouvoir des hommes qui ont émané du populisme et qui font des choses qui ne sont pas très raisonnables en termes de démocratie. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup Pierre d'être revenu sur le plateau des Rendez-vous du Monde du Travail, et on vous espère encore de nouveau sur le plateau, même si vous avez d'autres plateaux qui vous attendent, avec du succès, j'espère aussi. C'est toujours avec plaisir en tout cas.